Disons-nous les choses pour la Blanc Contre Radio. Nous sommes à Montreuil. Nous sommes venus intervenir, enfin nous sommes venus interviewer monsieur Moussa, accompagné de son équipe qui est à côté, mais nous ne les voyons pas. C'est des hommes de l'ombre. Monsieur Moussa, comment vas-tu? Très bien. Ça va? Comme le premier jour où tu m'as rencontré la première fois. On s'en souvient, c'était il y a près d'un an. Près d'un an, ouais. C'est ça. Bah, nous, ce qu'on s'est dit au jour d'aujourd'hui, c'est que à chacun de tes retours, de tes périples, on va faire un espèce de bilan, quoi. Ouais. Toi, instaurons ça. Instaurons cette tradition. Je veux dire. Entièrement d'accord avec toi. Voilà, on fait le bilan à chaque fois de tes périples. Donc, calmement. Rappelons que, à la base, toi, tu es le numéro 3 de l'organisation Fracas City. On ne va pas revenir dessus. Voilà, tu étais responsable de la région Asie. Tu as été arrêté le 22 décembre dans le sud-est du Bangladesh. Voilà, tu es parti visiter le camp des réfugiés Rohingya et c'est une minorité musulmane persécutée, notamment en Birmanie voisine. Le motif de ton arrestation, c'est flou, on ne va pas revenir dessus non plus. Disons que voilà, le sort des Rohingya est quelque chose sur lequel tu es très impliqué. Que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Voilà, beaucoup de personnes ne comprennent pas d'ailleurs, tu vois. Donc après, bon, suite à ton arrestation, il y a eu un hashtag Free Moussa qui a généré 440 000 signatures. À un moment donné, tu as été libéré en conditionnel après 70 jours de détention. Tout en retour, tu as fondé Bani Street. Tu es reparti au Bangladesh quelques mois après. Il y en a, ils se disent, mais tu jouais avec le feu, quoi. C'est comment? Premièrement, quand on voit 440 000 personnes qui est derrière toi, qui te motivent, qui te soutiennent, ça donne de la force et ça t'encourage et ça te donne surtout l'envie de continuer. Parce que c'est des personnes qui, à mon retour, quand je suis rentré, m'ont montré que, à travers ce que j'avais vécu, et à travers cette cause, ils ont compris que, ou du moins ils ont ressenti que j'étais l'incarnation de quelque chose qui était positif, qui faisait la promotion du bien. Et de par toutes ces choses-là, je me suis dit qu'il fallait continuer dans cette voie, qu'il fallait continuer à faire le bien, que ce soit en Birmanie ou ailleurs, mais voilà, qu'il fallait que je continue mon combat. C'est la première des choses. Donc pour revenir sinon pour le Bangladesh, c'est un combat que j'ai commencé en 2013 en Birmanie, puis après le Bangladesh. Là c'est à peu près mon 10e voyage, si je ne dis pas de bêtises, au Bangladesh. Et pour moi, c'est pas des choix irréfléchis. Tu sais, j'ai une famille, j'ai une maman qui chaque jour, à chaque voyage, qui s'inquiète pour moi. Mais les risques, je les ai pris en 2013, pas en 2017. C'est les premiers risques, les vrais risques que j'ai pris en 2013, les premiers pas en Birmanie, où je me suis fait arrêter, où j'ai vécu bon nombre de choses qui ne sont pas explicables aujourd'hui, mais qui ont fait que, voilà, de par ces prises de risques, des choses que j'ai vues, des choses que j'ai vécues sur le terrain, m'ont emmené à prendre des risques qui m'ont emmené en prison. Alors après, c'est pas parce que j'ai subi un échec, entre guillemets, que je vais arrêter le combat, au contraire. On peut regarder Nelson Mandela qui est parti en prison de nombreuses années, c'est pas parce qu'il a fait de nombreuses années en prison qu'il est sorti de prison qu'il a arrêté, au contraire. C'est à la sortie de sa prison que son combat a commencé. Moi c'est pareil. Justement, en parlant de ton combat, dis-moi tout. On a l'impression que c'est une obsession, peut-être mêlée à de la conscience, ou as-tu totalement conscience des risques que tu prends, dans la mesure où chaque action est dûment réfléchie au préalable? La première des choses que j'aimerais dire par rapport à mon combat qui peut paraître obsessionnel pour certains, c'est, comme je l'ai dit, j'ai commencé en 2013, et en 2013, très peu de personnes connaissaient, et encore une fois, regardez, quand j'étais en prison, qui connaissait la communauté des Rohingyas? Personne. Et c'est qu'à travers cette mobilisation de toutes ces personnes qui ont connu ma détention et qu'à travers cette détention ont connu ces personnes-là. Donc on a pu faire la lumière sur ces personnes-là et que pour moi c'était le début d'un combat qui commençait. C'est pas que parce que pour moi c'est égoïste de sortir de prison, que cette mobilisation de cette cause profite à moi et pas à ces personnes-là. Donc pour moi au contraire, à la sortie de la prison, ça a été le début de quelque chose, le début d'une histoire avec les personnes qui m'ont suivi, mais aussi avec ces personnes que j'ai toujours défendues. Revenons sur le sort des Rohingyas. C'est pour que les gens comprennent un peu. Tu vois. On sait que c'est une minorité musulmane persécutée en Birmanie. Apatride. Voilà, apatride. Selon les Nations Unies, ils dénoncent aujourd'hui. Et c'est un peuple qui est assez particulier pour moi, je te coupe, parce que pour revenir un peu sur pourquoi je continue dans ce combat, c'est un peuple qui n'a pas d'égal en termes de souffrance. On peut regarder les pays comme la Syrie, comme en Afrique, le RCA,
le Congo, plusieurs pays, je peux t'en citer plusieurs, mais ce pays est vraiment atypique en termes de souffrance. C'est un pays qui est apatride, qui n'a pas d'identité, qui souffre, qui ne combat pas, qui subit constamment la guerre, qui est défini par l'ONU comme la communauté la plus persécutée au monde, ce n'est pas rien, et qui est reconnue par toutes les instances comme la communauté qui aujourd'hui le souffre. Justement, on va y venir. Donc, comme je disais, l'ONU reconnaît que c'est un classique voilà, de nettoyage ethnique. Voilà, depuis des décennies, cette minorité musulmane qui compte environ 1 million de personnes est victime de discrimination en Birmanie, comme je disais, traitée comme des étrangers. Un pays qui a plus de 90% de bouddhistes. Voilà, il y a l'armée birmane qui a lancé une vaste opération à la suite d'attaques fin août. Et voilà, face à des rebelles de l'armée. Rebelles. Tu salues, comme ils disent. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Des Rohingyas. Voilà. On sait qu'il y a eu plus de 300 000 civils en fuite. Des milliers de personnes seraient toujours en fuite, cachées dans des forêts. Plus de 550 000. Voilà. Chaque jour, plus des milliers et des milliers de personnes fuient. Ok, toi qui as été là-bas, c'est bien que tu me reprennes sur les chiffres. On sait que le Bangladesh, c'est un pays très pauvre. 160 millions d'habitants. Voilà, qui fait face à depuis 2 ans, qui fait face à l'arrivée d'une centaine de milliers de Rohingyas. C'est ça. L'année dernière, il y en avait 80 000. Cette année, là, depuis le 25 août, il y en a plus de 550, voire 600 000. On sait qu'il y a des minages dans la zone frontalière entre les deux pays. Exactement. Après des séries d'explosions, il y a eu pas mal de blessés. Voilà, les Rohingyas fuient la violence. La Birmanie refuse l'enquête des Nations Unies. C'est ça. Elle dit comme quoi, à un moment donné, l'ONU a mis sur pied une mission internationale indépendante pour enquêter sur les exactions. Mais la Birmanie refuse que les experts se rendent sur place. Et toi, même dans une vidéo, tu parles du fait qu'on y brûle des maisons et on tire sur des civils. Voilà. On voit ta vidéo, on entend des bruits ici et ça. Et toi qui as vu ça de tes yeux, est-ce que tu confirmes tout ça et fais-nous un petit bilan de ce que tu as entrepris là-bas, brièvement. Brièvement. Alors oui, le problème aujourd'hui, le problème qui a été avec la Birmanie, c'est que pendant longtemps on a été dans un déni. Pendant de nombreuses années, on a été dans un déni, il fallait prouver ce qui se passe sur place. Et c'est un peu pour ça pourquoi on est dans cette obsession de vouloir aller sur place, de montrer les témoignages, d'être avec ces réfugiés et d'aller au plus proche de ces personnes, au plus proche de la Birmanie pour essayer de comprendre et de montrer à la communauté internationale, pas à mes followers, mais à la communauté internationale pour que mon message puisse être entendu, que ces personnes-là subissent bien un génocide. Alors moi, ce que j'ai vécu, ça a été, comment dirais-je, ça a été, on va dire, de hasard. J'allais dans un camp, et au loin, comme on est frontalier avec la Birmanie, on a vu une fumée partir, émerger. On a décidé d'aller au plus proche. On s'est rapproché, on a marché des kilomètres et des kilomètres, ça a duré près de pratiquement 1h30. Et quand on s'est approché, on a vu les maisons qui brûlaient à feu. Plusieurs maisons. Et là, on s'est rapproché et on est rentré dans le no man's land. Ça veut dire la partie où on quitte le Bangladesh, mais on n'est pas encore en Birmanie. On voyait le drapeau de la Birmanie, on voyait les gardes-côtes. Mais là, on ne pouvait pas rentrer, justement, parce qu'on était accompagné de Rohingyas qui étaient avec nous et qui, bien évidemment, nous avaient dit que si on s'approchait un peu trop, on allait se faire tirer dessus. Et là, je commence à faire mon intervention et on commence à entendre des coups de feu derrière. Donc, comme on est très proche, et les maisons sont juste derrière nous qui sont en train de brûler, on entend des coups de feu. Et là, quand le bruit m'interpelle, il y a les Rohingyas qui me disent oui, là, ils sont en train de tuer les musulmans. Là, le bruit que tu entends, c'est les musulmans qui sont en train de se faire tuer. Donc, ça, c'est constamment. C'est une maison que moi, comme ça, j'étais en train de rouler comme ça dans le Bangladesh. J'ai été interpellé par une fumée, je me suis approché. C'est un fait qui est courant comme ça en Birmanie chaque jour. On va revenir dessus. Ouais. On sait que ton périple est plus imagé que les précédents. Tu t'es armé de matériel pour. D'ailleurs, tu nous as demandé une caméra à une époque. Je tiens à m'excuser encore une fois parce qu'on n'a pas pu te la fournir. On sait que ton premier voyage avec Solo de mes aventures, que nous connaissons tous, et tous tes retours vidéos relayées sur les réseaux sociaux contribuent au fait de faire connaître largement cette cause dans le monde. Pour toucher les gens, on se rend compte qu'aujourd'hui c'est une obligation d'avoir du visuel avec des montages et des messages qui vont avec. Comment expliques-tu, je réponds brièvement, comment expliques-tu cet engouement soudain de la communauté internationale pour ce génocide qu'ils ignoraient encore il y a quelques mois? Selon toi, c'est la mobilisation qui a fait son effet ou c'est des intérêts politico-financiers? Alors du tout, pas politico-financiers, parce que les intérêts politiques et financiers sont encore là, bien en place, et je ne pense pas qu'ils bougeront.
Alors oui, bien évidemment, à 80 voire 90%, c'est la mobilisation qui a fait bouger. Nous, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas ici en France, mais on peut l'apercevoir dans d'autres pays, comme le Pakistan ou des pays, on va dire, à forte communauté musulmane, où il y avait des manifestations massives, des milliers, voire des millions de personnes qui sont censées dans les rues, qui ont manifesté en Indonésie, en Malaisie. On a vu aussi en Tchétchénie, en Turquie, la femme du président s'est rendue sur place au Bangladesh. Donc des actions très fortes de la part de beaucoup de pays qui a mis entre guillemets Aung San Suu Kyi, la représentante de la Birmanie, au pied du mur, qu'il fallait qu'elle se positionne justement face à toute cette mobilisation et qu'elle puisse enfin dire quelque chose face à ce génocide, parce qu'elle s'est toujours tue face à toutes les exactions que les Rohingyas ont subies. Et aujourd'hui, voilà, face à cette mobilisation exemplaire, ça a poussé non seulement Aung San Suu Kyi à se positionner, mais aussi à la communauté internationale d'intervenir. Justement, tu as répondu à une question que j'allais te poser, mais quoi qu'il en soit, le Dalai Lama. Voilà. Le Dalai Lama, à plusieurs reprises. Voilà, il a fait un appel. Oui. Selon toi, c'est de la façade ou sa posture Alors, il y a des choses qu'il faut comprendre, c'est que le Dalai Lama n'est pas reconnu par toutes les entités bouddhistes. Il faut comprendre le bouddhiste pour comprendre qui est le Dalai Lama et qui le représente et par qui il est reconnu. C'est comme si, pour prendre l'islam, il y a plusieurs écoles et chacun suit une école juridique. Il y en a qui vont dire, voilà, moi je suis mon école et je reconnais les savants de mon école, pour un peu recentrer les choses. Et le Dalai Lama, il n'est pas suivi par tous les bouddhistes. Bien qu'il est bouddhiste, c'est un bouddhiste à part entière, il a à plusieurs reprises fait des appels, condamné ces actes-là. Et d'ailleurs, moi, avant-hier, j'étais dans une conférence avec des bouddhistes à Bussy-Saint-Georges, qui aussi condamnait justement ces faits-là. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en Birmanie, c'est un bouddhiste, on le qualifie d'extrémiste, mais j'ai pas envie de rentrer dans cette instrumentalisation. Parce que pour moi, ce n'est pas une guerre de religion, ce n'est pas une guerre bouddhisme contre l'islam, c'est une guerre qui touche les militaires, la junte birmane, contre des civils qui sont des musulmans. Ce n'est pas... Aujourd'hui, on veut instrumentaliser, on veut mettre des boucs émissaires ou des coupables, ou mettre des personnages et en faire des coupables. Non, les coupables, ce sont les militaires qui sont sur le terrain et qui tuent les musulmans. Ça ne va pas plus loin. Aujourd'hui, on a mis Aung San Suu Kyi, qui est la façade de la Birmanie, qui appelle les Occidentaux à venir investir en Birmanie. Elle ne sert qu'à ça. Et on le voit aujourd'hui avec les États-Unis qui sont intervenus, avec la France qui est très bien en place aussi en Birmanie. Mais voilà pourquoi elle est aujourd'hui sur place, parce qu'elle n'a aucune autre utilité dans le pays. Quand on regarde bien, c'est la junte militaire qui gouverne et qui a tous les pouvoirs dans le pays. Ils ont 25% des sièges, avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère du religieux, avec le ministre des Armées. Ils contrôlent tout le pays. Donc aujourd'hui, Aung San Suu Kyi, elle peut faire ce qu'elle veut et dire ce qu'elle veut. Elle n'aura aucune autorité sur les décisions importantes du pays. C'est bien, tu as répondu à toutes les questions que j'allais te poser. Donc on arrive à la fin de cette première partie. On se voit à la deuxième partie. Disons-nous les choses. Disons-nous les choses, avec M. Moussa. Disons-nous les choses, avec M. Moussa Yacoub. Il est là à ma droite. Nous nous sommes déplacés jusqu'à Montreuil, jusqu'à VHL. À la maison. On s'est dit on va ramener un petit peu tard le soir parce que les embouteillages c'était compliqué pour avec 2-3 merguez. Voilà, c'est ça, merguez, de la viande, voilà, on est là à poser tranquille. Donc monsieur, t'as vu, on va rappeler un peu que nous sur Grigny, on a connu un drame tout récemment. C'est vrai. Voilà, il y a deux jeunes que nous connaissons très bien qui ont été tués. Bon, on va pas rentrer dans les détails de tout ceci, mais voilà, on en a parlé un petit peu. Quel mot as-tu exprimé pour la famille? Mes très sincères condoléances pour la famille. Et sincèrement, je n'ai pas envie de dire des paroles en l'air comme ça, mais vraiment j'aimerais me déplacer voir la famille. C'est la famille, elle s'appelle la famille Silla. La famille Silla, bien évidemment. Ouais. Je connais beaucoup de Silla, mes proches à moi. Donc j'essaierai de venir à Grigny, pas à travers une caméra ou une vidéo, mais de moi-même, de venir exprimer mes condoléances et d'essayer d'apporter ce que je peux à mon niveau. Et de rester fort. Perdre un fils, c'est pour une mère. Deux fils. Perdre 2 enfants pour une mère, c'est pas quelque chose qui ne se vit. C'est en général une maman préfère partir avant son enfant. Mais le message que j'aimerais dire, c'est que
faut rester fort, il faut prier. Puis il faut que sa mort serve d'exemple. Faut que à travers sa mort à lui, bah, que nous derrière on fasse un vrai travail pour pas que ça se répète. Là, il y en a eu deux, plus qu'il y en a derrière. Ouais, ça me touche de voir des jeunes comme ça qui ont mon âge, qui partent comme ça C'est vrai pour des bêtises. On a l'impression que tu es plus vieux, mais ouais, tu as 28 ans. 29, même 30 là, là 30, ça arrive là. 30 dans la semaine prochaine. Tu vas franchir notre palier, mon frère. Ah, En tout cas, comme tu dis, un grand message de soutien à la famille. Tu vois. Grand message justement, j'en passe aussi à Assa Traoré, qui si à l'occasion nous suit, bah, force à elle, à son combat. Et, c'est même si j'en parle, je ne m'exprime pas beaucoup sur toutes ces personnes, soit Théo, Assa, les violences policières. Les violences policières, exactement. Je suis de très très près, je suis, je regarde. Ton avis un petit peu sur la question, sur ce qui a pu arriver au cours de ces années, avec toutes les familles qui se sont organisées. Et on sait que la famille dont le combat est le plus, enfin, en termes de longévité, et qui même en a sorti un livre, même si d'autres ont sorti des livres, mais le combat le plus visible, c'est celui de la famille Traoré. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Théo, famille Traoré, plus d'autres. Bah déjà, moi j'ai un grand respect pour Assa, qui mène un combat, comme tu as dit, dans la légitimité. C'est pas un combat qui n'est pas là pour. On sent réellement que c'est un combat qui est sain, qui a de la profondeur dans ce combat et qui veut réellement faire bouger les choses. On la voit de toute façon à chaque fois, chaque fois qu'il y a un décès ou il y a quelque chose qui arrive. Donc je pense que c'est un exemple aujourd'hui pour nous qui sommes militants dans diverses causes. Et pour moi, c'est un bonhomme. C'est un vrai bonhomme dans le sens où elle montre l'exemple à beaucoup d'autres personnes qui ne font même pas le tiers de ce que nous, on devrait faire. Et après, on se rend compte que concrètement, mentalement, enfin c'est mon avis, que les femmes sont plus fortes que nous les hommes, beaucoup mentalement en vérité. Beaucoup plus fort. En vérité. Ouais. Rappelons que des rappeurs, tu vois, je passe du coq à l'âne, mais bon, c'est jamais du coq à l'âne en vérité. Rappelons que des rappeurs se sont engagés en faveur des Ninja. Ouais. Medine, il y a Nekfeu aussi qui t'a cité lors des victoires de la musique. Un big up à Medine, big up à toi, même si ça fait un moment que je t'ai payé hôtel. Big up à toi parce qu'il m'avait contacté justement pour le clip en Birmanie. On a été en contact, il m'a demandé beaucoup de conseils justement sur la question des Rohingyas, sur comment il devrait écrire son texte. Et voilà, depuis ça fait un moment on est en contact ensemble et voilà, tu sens que des personnes sont responsables et qu'ils savent que voilà, ils ont une voix qui porte, qu'ils ont des responsabilités, qu'ils ont une influence auprès des jeunes, auprès pas forcément notre communauté, mais au-delà de la communauté, ils ont une voix qui se fait entendre aujourd'hui et que voilà, ils prennent la responsabilité, un peu comme Nekfeu quand j'étais enfermé. Pour vous dire, voilà, il y a même l'ambassadeur, le numéro 2, le député au Bangladesh qui était aussi fier qu'en victoire de la musique, qu'on puisse non seulement parler de moi, mais parler aussi de cette cause-là, que des personnes qui ont une certaine influence puissent prendre leurs responsabilités. Et Nekfeu, tu as pu le rencontrer ou... Pas encore. Mais on a des personnes en contact et on se suit. Donc là, en fait, c'est comme si on pourrait lancer un appel à Nekfeu. Nekfeu, Nekfeu, souhaite te rencontrer. On va se voir bientôt, c'est une question de temps. Rappelons aussi qu'à part Kerry James, Medine, Youssoupha et une infime partie, la plupart des rappeurs aux lyrics parlant de drogue, femmes, armes, alcool, estiment n'avoir aucune influence dans la vie des jeunes adolescents et des jeunes adultes. Hypocrite. Pas fini en construction dans les quartiers. T'inquiète, on va revenir à notre conversation. En off. Je prends une petite merguez. Ah, prends une petite merguez, parce que faut que tu prennes des forces là, sur ce dont on va parler. En off, tu me parlais de l'impact des rappeurs dans la mentalité et le mode de vie des petits dans les quartiers. Dis-moi plus. Aujourd'hui, les jeunes de quartier, on le sait tous, sont des jeunes qui sont délaissés à tous les niveaux. Que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau entrepreneurial, ou, j'ai pas envie de dire dans le concours familial aussi, puisque les parents ils ont aussi un peu abandonné les enfants à un certain niveau, arrivés à un certain niveau. Et aujourd'hui, ils se retrouvent, ou ils essayent de se retrouver à travers la musique. Ils s'évadent avec la musique. Et les rappeurs ne s'en rendent pas compte, même si pour eux,
leur vie et le rap, c'est deux vies qui sont totalement différentes. Mais le jeune, quand il se met, quand il s'évade avec la musique, moi par exemple, j'ai grandi avec du rap, j'ai grandi avec des textes de rap. Et je ne vais pas dire que c'est le rap qui m'a fait, mais ça m'a énormément influencé. Énormément. Il n'y en a pas un qui peut dire aujourd'hui qu'il a grandi avec du rap et le rap ne lui a pas influencé. Pourquoi lui, il écoute ce type de rap et un autre, il va écouter un autre type de rap? Parce que ça lui ressemble, parce que ça lui parle. Et ce qui te parle, bah, c'est ce qui va t'inspirer. Et aujourd'hui, voilà, les jeunes, aujourd'hui, bah, ils prennent ce qu'ils ont, ce qu'on leur propose, et ce qu'on leur propose aujourd'hui, c'est catastrophique. Donc toi, tu penses que dans ce qui se dit dans les lyrics des rappeurs qui... Ça a une influence directe. Rappelons que c'est la première musique aujourd'hui écoutée au monde, tu vois. Tu penses que ça a une influence directe sur des jeunes qui ne sont pas vraiment construits et qui ne sont pas finis, comme on dit chez nous? Direct. Comme on dit, ne crois pas que la vie c'est le rap. Mais pour beaucoup, la vie c'est le rap. Beaucoup. Les jeunes aujourd'hui, ils n'ont aucun encadrement. Aucun encadrement. Ils ont du rap H24 dans les oreilles, avec des musiques, j'ai même pas envie, par pudeur, je ne vais même pas citer les paroles, mais des musiques, et constamment. Tu vois, nous, il n'y a pas si longtemps, à l'after, dans le bloc haute radio, on a fait... tu n'étais pas là, mais tu serais le bienvenu. D'ailleurs, je t'ai envoyé une invitation, mais tu n'étais pas là. C'était l'influence des grands dans les quartiers. Et est-ce la faute des grands de quartier si... Bien sûr. Dis-moi brièvement. Moi, je vais te prendre mon niveau à moi. Même si j'ai eu mon histoire, j'ai une certaine influence aujourd'hui, mais même avant, j'ai essayé de faire ce travail-là. Avant la prison, c'est pas parce qu'aujourd'hui, moi, quand je reviens dans le quartier, j'essaie de prendre les jeunes, d'essayer de faire deux, trois réunions, qu'on se réunit, qu'on parle. On parle même de leur vie, de leur parcours, de ce qu'ils aimeraient faire. Rien que ce petit moment qu'on essaie de passer 1 à 2 heures, pour le petit, il se sent considéré. Il sent qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à lui. Et ça, c'est important. C'est important. Nous aussi, on a eu, d'une certaine manière, on avait des choses pour nous à l'époque dans le quartier. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tu ne dis pas que, concrètement, tu vois, je ne suis pas là pour remettre la faute sur un tel ou un tel, mais toi, tu as 28, moi j'en ai 37, 38. Je ne dis pas que les gars de ma génération n'ont pas forcément fait le job que nous, nos grands, qui ont 48-50, avaient fait sur nous. Et qu'après, il y a des parents aussi qui... Enfin, après, j'ai envie de te dire, c'est pas les mêmes époques, c'est pas le même contexte. Aujourd'hui, regarde les jeunes avec quoi ils grandissent, avec les réseaux sociaux, les téléphones et tout ce qui sont... C'est une vie qui est totalement différente. Alors, bien évidemment, c'est sûr qu'on s'est construit différemment, mais on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu vois des trucs, t'es à l'autre bout du monde avec ton téléphone, tu peux tout faire. Mais nous, quand on grandissait, on n'avait pas tout ça. On n'avait pas tout. J'ai connu Tam Tam. J'ai connu Tam Tam. J'ai connu le Tam Tam, le téléphone, la boutique. J'ai connu tout ça. Dernièrement, Bakary Sako dans le 19e. Voilà, les jeunes de son quartier. Il y a eu un décès et ça fait 8 de 93 à 2017. Avec des guerres interquartiers dans le 19e. Yassine Aolnay, plus d'autres encore. Tu ne te dis pas qu'avec des gens qui ont un petit peu de visibilité ou qui sont actifs comme Sadia Diawara, Bakary Sako, Kizo, Almami, Samir Eliès, Fix, Greg, Global Star, il fait pas mal d'associations. Tu ne dis pas qu'il faudrait créer un conseil de grands quartiers qui irait dans toutes les cités de France pour discuter, faire des propositions et des actions. Tu ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse? 100%. 100%. Moi, les jeunes sont demandeurs. Les jeunes sont demandeurs. Après, il faut les respecter. Il ne faut pas les prendre comme des petits, je suis un grand, viens, écoute, j'ai la parole d'évangile et t'inquiète pas, écoute, tu suis moi. Non, il faut respecter le jeune, tu vois. Mais il faut que ça aille dans les deux sens, tu vois. Il faut que nous, on arrive à prendre nos responsabilités et comprendre que c'est notre combat. Quand je parle de mon combat à Rohingya, c'est pareil, tu vois. Il faut le prendre comme un combat, l'histoire de nos jeunes dans les quartiers. Tu sais, quand j'étais parti, je prends une anecdote parce que ça me parle, en Allemagne récemment, j'étais parti pour justement travailler sur un partenariat pour faire une école pour les Rohingyas au Bangladesh. Elle m'a dit, on ne fait plus d'école à l'étranger. Maintenant, on va s'occuper de nos petits ici. Nos petits ici, ils sont perdus. On ne fait plus d'école. Maintenant, les écoles, on va la faire ici. Parce que, toi, j'ai cité plein de noms, mais c'est pas forcément... Parce que tu vois, les gens ils pourraient se dire, oui, mais attends, il n'y a pas que des gens, soi-disant visibles, qui participent à ça, mais vraiment tous les grands issus de quartier qui sont actifs et qui sont dans le positif. Bien sûr. Bon, maintenant, on va terminer notre entretien. Je vais te poser un petit peu des questions. Tu as dédié ta vie à tes engagements.
Quand penseras-tu à consacrer ta vie? C'est intéressant, ta vie c'est intéressant, c'est personnelle intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est Avoir une intéressant. femme et des enfants. Parce que t'as 30 ans, mon frère. Il est temps là, c'est comme moi. Voilà, la question piège. C'est des tu questions savais pièges. pas, tu C'est savais des pas. questions pièges. Tu savais Tu m'avais pas. pas dit ça en off. Je t'ai pas dit ça. Tu m'avais pas dit. Tu m'avais pas dit. Plutôt congolais m'a pressé, j'ai pas fini de t'expliquer les questions. Mince. J'étais pas préparé. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. C'est quand tu vas faire des Regarde. femmes enfants, c'est comment? Regarde, c'est arrivé à 30 ans, on se pose beaucoup de questions. Ma vie, je la mène de manière très spirituelle. Tout ce qui m'arrive, tout ce que je prends, j'essaie de donner un sens, mais spirituel. Et aujourd'hui, ma situation que je vis aujourd'hui, c'est ce que Dieu m'a donné, c'est ce que Dieu me donne. Et je cherche, bien évidemment, je suis en recherche, je suis pas là pour vivre comme les prêtres vivent et vivre une vie de... D'ascète. Mais, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui j'ai une vie comme les gens le voient, je voyage énormément, je suis quelqu'un de très engagé, qui est très pris de toutes parts. Et peut-être que ma femme, ma future femme, m'emmènera encore plus loin, ou peut-être me fera arrêter ce que je suis en train de faire. Et tout simplement ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si Dieu me laisse encore célibataire, c'est peut-être pour encore aller plus loin dans le combat que je mène. Car je sais qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, il faut encore beaucoup de force et de temps surtout. T'as dit ma femme, mais en réalité, la religion que tu suis, tu pourrais en avoir 4. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça c'est un autre débat. Ça là, faut pas que maman regarde. Ça c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on te souhaite tout le courage, Merci. toute la force, Merci toute la continuation. Merci beaucoup. Et voilà, nous de Grigny, on se déplace jusqu'ici. Et n'oublions pas que voilà, Grigny est la ville la plus pauvre de France au jour d'aujourd'hui. Et Montreuil la plus riche de France. Et voilà, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Et n'oublions pas que voilà, tout le monde combat. Et voilà. Non, mais bon, moi après, j'aimerais terminer aussi là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, mon combat, c'est le combat des Rohingyas, mais c'est pas. Certes, c'est on pourrait l'interpréter comme un combat d'une vie, mais le combat d'Adama Traoré, c'est aussi mon combat. Le combat du Sila, c'est mon combat. Même si je ne suis pas sur le terrain, il faut que je soutienne ce combat. Il faut que je l'accompagne, ce combat. Il faut que je montre que je suis avec ces personnes-là. Tu vois ? Et comme je l'ai expliqué, même si les gens ne vont pas m'entendre, mais il faut que les gens comprennent que Moussa aussi fait partie de ce combat-là. Parce que c'est pas oui, moi je suis là-bas, c'est mon combat là-bas. Non, on se trompe du tout. Même les gens qui sont en Afrique, c'est aussi mon combat. Les gens qui sont partout, tu vois, les gens. Tu sais, je vais aller même plus loin. Tu vois, pour moi, quand on dit l'humanitaire, c'est les personnes qui sont oppressées. Tu vois, il n'y a pas de distinction de couleur, de religion, de race, il n'y a rien. Ça, donc toute personne qui normalement a besoin d'aide, on est là pour tendre la main. Tu vois. On va terminer notre entretien très vite. Mais voilà, ça rebondit sur notre conversation qu'on avait eue. Tu me disais que voilà, c'était ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le fait que tu mènes un combat ailleurs, mais moi je te disais que tu ne peux pas être partout. C'est ce que je veux dire. Mais ton combat est un exemple comme au titre de plein d'autres qui combattent aussi. Donc on ne peut pas être partout. C'est ce que je dis à Kizo aussi, notre gars. Tu ne peux pas être partout. C'est ce que je veux dire. Et tu sais, le fait que je sois là-bas et que je me batte, inspire des gens qui voilà, sont ici, qui vont se battre aussi. C'est ça. Ils vont se dire, mais regarde comment elle est capable de se battre là-bas, mais moi aussi je peux me battre aussi ici. Sur ces paroles, je te remercie. Disons-nous les choses avec M. Moussa. À chaque fois que tu reviendras, c'est notre tradition. Ce sera notre sunna. Tu viens, tu viens, on fait le bilan de tes périples. Calmement. Merci à toi. Je te remercie. Voilà, c'est bien. On est ensemble.